Bonjour tout le monde, ici Monsieur Orlan pour le podcast La Geste d'Orlan. Aujourd'hui, on va faire un sujet un peu plus léger, mais un sujet, je pense, qui est quand même important. On va se poser la question de comment choisir un livre. Lire un livre, ça commence par le choisir. Et c'est pas toujours simple de bien choisir, parce qu'il arrive qu'on se trompe dans notre choix. La question du choix, elle est d'autant plus importante qu'un livre, c'est-à-dire un livre, c'est quand même une fenêtre sur un autre univers. Eh bien, un livre va nous occuper un temps certain. Je dois tout de suite dire quelque chose, c'est que, bien évidemment, il n'y a pas une façon de choisir. On peut choisir en fonction de l'auteur ou de l'autrice, on peut choisir en fonction du sujet, on peut choisir en fonction... Vous savez, j'ai même vu des gens qui choisissaient leur lecture par la couverture du livre. Donc, peu importe votre choix, au fond, si vous êtes d'accord avec, si ça va pour vous, eh bien tant mieux. Et puis, on peut aussi garder en tête qu'on peut toujours revenir sur notre choix et changer. Enfin, bon, changer de livre tous les 2 3 jours sans arriver à vraiment démarrer, ça peut être assez décourageant, hein. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. C'est quoi la conséquence? Ou le grand risque, on va dire, c'est que à la fin, on abandonne et puis on arrête de lire. Et ça, c'est quand même dommage. C'est pourquoi j'aimerais qu'on voit ensemble quelques, alors c'est pas quelques façons de choisir, mais c'est quelques idées qui vont peut-être vous aider à repenser votre façon de choisir. La première chose, je dirais, c'est se répéter qu'on n'est obligé à rien. Sauf impératif professionnel, lire doit rester un plaisir. Alors par impératif professionnel, j'ajoute à ça les études, hein. Pour moi, les études, c'est du professionnel. Donc, comprenez bien que si vous vous mettez des barrières, vous allez vous faire du mal. Et à ce propos, j'aimerais bien vous donner une citation de Thomas Mann. Thomas Mann qui évoque la montagne magique et qui nous explique comment est-ce qu'on peut la lire. Que puis-je dire sur le livre lui-même et sur la manière dont il doit être lu? Le début est une exigence très arrogante, à savoir qu'il faut le lire 2 fois. Tout de suite, je fais une incise. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qui va nous occuper ici, mais je l'explique. Pourquoi il dit qu'on doit le dire 2 fois? C'est qu'il parle de la littérature comme de la musique. Et il dit que pour écouter une musique, eh bien, il est nécessaire de l'écouter plusieurs fois si on veut vraiment en profiter au maximum, surtout de la musique savante. Et c'est intéressant parce que justement, il dit c'est en connaissant quelque chose qu'on peut mieux l'apprécier. Voilà, donc je reprends la lecture. Cette exigence, nous dit-il, perd immédiatement sa validité si l'on s'ennuie lors de la première lecture. L'art ne doit pas être un devoir d'école ni une corvée, mais il veut et doit faire plaisir, divertir et animer, et celui sur qui une œuvre n'exerce pas cet effet doit le laisser de côté et se tourner vers autre chose. Vous voyez, c'est intéressant quand même ce qu'il dit, parce que il nous explique justement, il nous rappelle que l'art, c'est un divertissement, c'est un plaisir aussi. C'est quelque chose qui doit nous transmettre des émotions. Et si on ne ressent rien, mais même si c'est soi-disant un chef-d'œuvre, ou même si c'est l'art, si ça l'est réellement, on ne doit pas le lire, on est obligé à rien. On choisit pour soi et parce que c'est le bon moment, je pense. Et pour voir si je peux lire un livre, parce que vous allez me dire, bon, oui, on est obligé à rien, mais on peut retomber dans le piège de changer à la moindre difficulté. Et c'est pas ça que je dis non plus. Un livre difficile, c'est pas un livre inintéressant. Mais pour voir si je peux lire un livre, eh bien, j'ai toujours en tête une habitude qu'on m'a apprise lors de mes études primaires. J'étais vraiment à l'école primaire hein, quand on m'a appris ça, et c'était l'institutrice qui m'a dit, il faut lire au moins jusqu'à la page 100. Et c'est un peu arrêt un peu basique, mais je pense que c'est pas idiot, c'est-à-dire de donner la chance au livre, de donner la chance au texte, au fond, de nous engager dans cette histoire. Parce que c'est un peu facile, effectivement, vous savez,
Vous voulez casser une lecture? Vous faites comme les lecteurs des maisons d'édition. Vous ne lisez pas les livres. Vous tournez les pages, vous effleurez les manuscrits et vous rentrez dans aucun manuscrit. Si vous ne donnez pas la chance au texte, le texte ne peut pas vivre. Et je suis très sérieux là-dedans. Même Flaubert, vous pouvez le casser. Même Thomas Mann, comme je dis, vous pouvez passer à côté. Donc, lire, ça demande une sorte d'investissement. Et cet investissement, il peut dépendre de plusieurs choses, de la difficulté du livre, de nos propres capacités, de notre humeur, du sujet, enfin de plein d'événements qu'il faut prendre en compte. Et donc parfois, ça prend un peu de temps avant de rentrer dans le livre. Donc, pour ma part, si je dépasse les 3-4 premières pages, eh bien, je vais lire au moins jusque-là, avant de me dire que je peux abandonner un livre. Et il m'arrive d'abandonner des livres. Il y a des livres que j'ai pas aimés ou que je n'aime pas, peu importe la raison au fond, mais ça m'arrive parce que, le temps, c'est quelque chose de très précieux et attention, hein, c'est pas parce qu'un livre m'énerve que je vais l'abandonner. C'est pas parce qu'un livre est mauvais que je vais l'abandonner, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Le deuxième point, c'est de ça paraît un peu une évidence, mais au fond, tout ce que je vais dire, ce sont des évidences, mais c'est parfois bien de rappeler les évidences parce qu'on les oublie. Donc c'est de prendre son temps pour choisir, ne pas se précipiter. Alors bien sûr, il peut arriver qu'on attende avec impatience un livre et qu'on se mette à le dévorer tout de suite. Mais bien souvent, choisir, ça demande du temps et je dirais même que ça fait partie du plaisir de la lecture. Personnellement, j'aime beaucoup ce moment où j'arrive à la fin d'une lecture et que je commence à réfléchir à une nouvelle. C'est-à-dire que je vais me balader devant ma bibliothèque et je vais tirer un livre, lire quelques paragraphes, ou bien je vais en prendre un autre, et je vais les comparer. Je vais me poser en me disant que tiens, j'ai lu un livre de telle période, est-ce que j'ai pas un livre d'une autre période, ou qui est lié au premier, tout ce que vous voulez en fait. L'idée, c'est de prendre aussi du plaisir face à tout ça. Évidemment, si ça vous plaît pas, ne le faites pas non plus. Et bien sûr, ça va lier avec mon troisième point, si vous faites ça, eh bien, c'est qu'il faut prendre en compte votre bibliothèque ou, alors je vais utiliser le mot même si je l'aime pas beaucoup, votre palle. La palle, qu'est-ce que c'est? C'est la pile à lire. Donc, c'est très important de prendre en compte sa pile à lire. D'abord, est-ce que vous en avez une ou pas? Et ça dépend des gens. Moi, je le dis tout de suite, on n'est pas obligé d'en avoir une, on est obligé à rien, mais c'est pas un mal d'en avoir une. Elle peut être de taille variable, mais je pense ne doit pas être considérée comme quelque chose d'intimidant. C'est-à-dire que on voit sur les réseaux qu'il y a des gens qui sont pour les pales et d'autres qui sont contre. Moi, je vous dis, il n'y a ni à être pour ni à être contre. C'est vous faites ce que vous voulez. Enfin, je le répète souvent, mais je pense que c'est important de le dire. La pale, c'est quoi? Moi, si je vous dis personnellement, je vois jamais ma pale comme une pale, mais vous l'avez entendu quand j'en ai parlé, je la vois comme une partie de ma bibliothèque. Et nommer correctement les choses, eh bien, c'est le premier pas pour les comprendre. Par exemple, si je vous dis la vérité, hein, cette palle, pour reprendre ce vocabulaire, chez moi, elle est classée, elle est vivante, elle contient beaucoup de livres. Si je vous dis, j'ai jamais vraiment compté, mais ouais, je l'ai face à moi. Ouais, il y a plusieurs centaines, hein. Plusieurs centaines de livres que j'ai pas lus. Et est-ce que j'en suis fier? Mais, mais non, enfin, enfin, j'en ai pas honte non plus. Mais j'ai pas de fierté à me dire que oh mon Dieu, j'ai une palle, regarde, elle est plus haute que moi, elle touche le plafond. Ah, ça, c'est ridicule. Enfin, ça, c'est les trucs de réseaux sociaux. Et retenez que les réseaux sociaux, c'est pas la chose la plus intelligente qu'on a sur Terre. Donc, la palle, pourquoi j'en ai une si importante? Mais tout simplement parce que la littérature occupe une place déterminante dans ma vie. Je n'achète jamais pour acheter et je lis tous mes achats. Même si bon, parfois, ça prend du temps. Parce qu'il m'arrive il y a des livres que j'ai achetés il y a 10-15 ans que j'ai toujours pas lus. Mais c'est pas grave, je vais les lire, je sais que je vais les lire. Ensuite, il faut bien penser que je suis pas le seul à la maison.
Donc, si c'est pas moi qui vais le lire, peut-être ma femme va le lire, plus tard peut-être ma fille va le lire, c'est tout à fait possible. Donc, moi, ma palle, elle m'intimide jamais. Vraiment, je passe à côté. Est-ce que je vais lire tous les livres dans la vie? Enfin, il faut arrêter avec ça. De nouveau, rappelez-vous, vous êtes obligé à rien. Voilà. Pourquoi j'ai cette palle? Parce que moi, j'ai envie d'avoir de la qualité, j'achète de la qualité. Est-ce que j'ai parfois, acheté des livres que j'ai regrettés? Non, même les livres que, j'ai abandonnés et que finalement je garde pas dans ma bibliothèque, c'est très rare, mais ça arrive, eh bien, c'est pas grave. Soit, je fais un cadeau à quelqu'un, soit, soit je vais chez le bouquiniste et puis voilà, je revends le livre et j'en prends un autre. C'est pas grave du tout, d'accord? Alors, quatrième suggestion, c'est rester ouvert au monde et à l'extérieur, tout en restant maître de ses envies. Pourquoi? Parce que dites-vous que vous vivez avec d'autres gens et vous pouvez avoir d'autres gens qui vous conseillent des livres. Moi, ça c'est un truc que je me suis toujours dit quand j'entends quelqu'un qui parle de... Alors j'ai deux choses. Quand j'entends quelqu'un qui parle d'un livre, eh bien je vais aller l'écouter. Mais je dis ça pour les livres, pas que pour les livres, hein. Je me souviens quand j'étais étudiant, et je vous jure, c'est une anecdote qui est vraie, j'allais à mon cours de, à mes cours de musique, d'histoire de la musique et tout ce que vous voulez à propos de la musique. Et quand j'avais le professeur qui me parlait d'une œuvre que je ne connaissais pas ou d'un compositeur que je connaissais pas, je sortais, j'allais à la Fnac et j'allais chercher le compositeur ou les œuvres en question. Et je vous jure, hein, c'est pas une blague, je le faisais chaque fois, régulièrement. Et encore maintenant, quand je tombe sur des compositeurs que je ne connais pas, ben, je vais toujours essayer d'en acheter ou de les trouver sur Internet, c'est possible aussi. Un autre exemple possible, une autre façon de faire, c'est, je rencontre quelqu'un d'une certaine nationalité, je vais tout de suite chercher des compositeurs ou des écrivains de cette nationalité, surtout si je les connais pas. Donc, c'est un réflexe que j'ai et si je le sais pas, je vais demander à la personne. Alors demander à la personne, c'est pas toujours, la bonne chose, parce que tout le monde n'est pas féru de musique, savante ou de littérature, mais bah, on peut toujours demander. Voilà, c'est une chose, je trouve qui est chouette. Donc vous voyez, ça, c'est l'ouverture au monde, mais en même temps, rester maître de ses envies. Parce que, c'est-à-dire qu'en fonction de mon travail et de mes obligations, eh bien, il m'arrive de choisir des ouvrages plus ou moins faciles. Si j'ai beaucoup de travail, si je suis très pris intellectuellement, je vais lire des livres un peu plus faciles, on va dire. Et si par contre j'ai plus de temps, eh bien, je peux lire des livres qui vont m'engager un peu plus. Une nouvelle fois, c'est posez-vous la question de pourquoi vous lisez. Qu'est-ce que vous essayez de chercher, de trouver dans la littérature ou dans la lecture? Et donc, cinquième point, c'est, je pense, c'est assez important, c'est sortir du culte de la performance, sortir du regard des autres. Quantité ne rime pas toujours avec qualité. Si c'est pour impressionner la galerie, je pense que c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que c'est vous donner beaucoup de mal pour peu de résultats. Et une nouvelle fois, vous faites ce que vous voulez et si vous l'avez fait, bah, c'est pas grave non plus. Comprenez juste que c'est vain et que ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je vous déconseille de faire semblant, de manière générale. Parce que d'abord, mentir, c'est mal. Et surtout, si vous ne pensez pas en termes de moralité, dites-vous que si vous faites semblant, un jour, vous allez tomber sur un passionné comme moi. Je suis pas le seul au monde hein, à être comme ça. Vous allez tomber sur quelqu'un qui connaît vraiment votre sujet. Et là, craque dedans. Hein. Ça, rattrapé par la patrouille que vous allez être. Donc, moi, c'est mon conseil. Ne faites pas semblant. Et pourquoi on fait semblant? Parce qu'il y a ce culte de la performance. On veut montrer aux autres qu'on est capable aussi de le faire. Mais n'essayez pas de montrer aux autres. J'essaie jamais de montrer aux autres ce dont je suis capable. Moi, je fais. Voilà. N'essayez pas de montrer, faites. Et ainsi, les résultats se feront sentir. Je dirais aussi, en sixième point, être conscient de son mode de fonctionnement, de ses limites et de ses faiblesses.
on a tous nos limites, on a tous nos faiblesses, et c'est important de les connaître. Moi, je pense que beaucoup de gens ont peur justement d'affronter leurs limites, leurs défauts, parce que c'est se regarder soi-même et c'est se comprendre comme un être fini. Nous sommes tous des êtres finis et nous avons tous des modes d'action qui sont plus ou moins bons. Donc connaître ses points forts, c'est important, mais connaître ses faiblesses aussi. Pourquoi? Pour deux choses. Un, on peut les travailler pour justement que ces faiblesses deviennent des points forts. C'est pas facile. Deux, c'est aussi les accepter. Voilà, vivre avec et composer avec. Parfois, vous ne pouvez pas revenir sur ces faiblesses, mais vous devez composer avec et trouver des moyens. Et pour vous illustrer ça, j'ai un exemple personnel à vous donner. C'est une grande faiblesse, je pense. C'est que j'ai énormément de mal à choisir des livres. Et alors, vous allez me dire, mais enfin, il est gonflé, il nous dit comment choisir des livres alors qu'il il a du mal à choisir des livres. C'est vrai. Non, non, mais vraiment, je rigole pas. Parce que je me mets énormément de barrières stupides. Et c'est un truc que vous pouvez pas imaginer. Je le contrôle pas, mais dites-vous que si je lis, par exemple, un livre, on va mettre, je sais pas moi, français, je vais me dire: «Ah mais j'ai déjà lu un livre français, donc je vais pas lire un deuxième livre français. Je vais lire un livre, américain, anglais, chinois, tout ce que vous voulez, hein». Bon, mais si je lis un livre chinois, alors je vais pas lire un livre, chinois, coréen, japonais ou, vietnamien ou, voyez, c'est un peu bête, mais, donc je vais devoir changer. Une autre barrière que je me mets, c'est la période. Si j'ai lu un livre du XXe siècle, ah ben non, je vais pas pouvoir lire un deuxième livre du XXe siècle. Si j'ai lu un livre d'une écrivaine, je vais pas lire tout de suite, le livre d'une écrivaine. Si j'ai lu, comment dirais-je, un gros livre, je vais en lire un petit. Si j'en ai lu un petit, il faut que j'en lise un gros, etc., etc. Et toutes ces barrières-là, elles sont ridicules, hein, soyons clairs. Et je me les mets pas, je sais même pas vous expliquer, ça vient tout seul, c'est comme ça, et c'est très embêtant. Bon, et donc je vous dis, choisir un livre, ça doit rester un plaisir. Et j'essaie d'être, comment dire, cohérent avec ce que je vous raconte. Donc, j'ai trouvé une sorte de solution à mon problème. C'est une solution temporaire, mais ça marche jusqu'à présent. Et c'est quoi cette solution? C'est d'inviter ma fille à choisir pour moi. En réalité, on choisit tous les deux. C'est-à-dire que je fais une première sélection de 5 livres. Donc vous voyez là, je suis toujours dans mon idée de prendre des livres, de les feuilleter, de prendre, etc. Et donc je propose un tas de 5 livres. Puis sur les 5, je dis à ma fille d'en retirer 2. Peu importe, elle doit même pas justifier son choix, c'est elle en retire 2. Et puis sur les 3, j'en retire un. Et sur les 2 qui restent, ma fille va choisir celui que je vais lire. Je l'ai fait ici pour la lecture que je suis en train de faire en ce moment. Donc vous voyez, c'est en sachant que j'ai cette faiblesse-là, que j'arrive pas à lutter contre ça pour le moment, c'est de trouver une sorte de pirouette qui me permet de composer avec ça justement. C'est aussi un moyen de familiariser ma fille avec la lecture, donc par le jeu, tout en l'investissant dans ce que je fais. Et dites-vous que les enfants, ils aiment beaucoup quand les parents les investissent dans ce qu'ils font, parce que ça les valorise justement. Donc, c'est un exemple que je vous donne, évidemment, vous ne devez pas faire comme ça, enfin, vous faites comme vous voulez, mais c'est pour vous montrer que la règle est de trouver son mode de fonctionnement. Et il n'y a pas un mode de fonctionnement. Et dites-vous que ce qui marche pour un temps ne fonctionnera pas tout le temps. Il faut trouver autre chose parfois pour justement continuer d'avancer et vous aider au maximum. Ça va? Donc voilà, j'arrive à la fin. Oui, c'est un épisode un peu plus léger. N'hésitez pas à me faire parvenir des questions via les commentaires ou des suggestions d'enregistrement. Les avis et les suggestions sont évidemment toujours les bienvenus. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite bonne lecture évidemment.